Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton dans cette édition de la politique avec la campagne d'Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche s'intéresse aux territoires ruraux et deux autres candidats à la présidentielle sont également prévus cette semaine en Bretagne. Découverte aussi de l'îlot d'Erlanic dans le Morbihan, un grand nettoyage a eu lieu pour accueillir les oiseaux. Et puis le riz breton des Côtes-d'Armor est passé à la cuisson plus de 2 ans après sa mise en culture. On parle aussi sport dans ce journal avec Laurent Villebouf. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Et de quoi parle-t-on aujourd'hui? Rugby avec le RC Vannes, du foot féminin avec le derby à Lorient-Brest et puis basket également, la nationale 1 des nouvelles de l'UJAP et du CEP. Un sacré programme, on vous retrouve dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du lundi 27 février 2017. Et février, c'est le mois des négociations entre la grande distribution et les fournisseurs. Et à la veille de la fin de ces tractations, et alors qu'ils estiment que le prix du lait est trop faible, les producteurs laitiers dans les Côtes-d'Armor ont manifesté ce lundi. Un convoi de tracteurs a convergé vers Guingamp. Dans le même temps, des parkings de grande surface à Dinan et à Lamballe ont été occupés. Et déjà ce dimanche, une trentaine d'agriculteurs avaient déclenché un important feu sur le parking du supermarché géant à Lannion. Et vous l'aurez remarqué, du vent et des précipitations dans le ciel de Bretagne ce lundi. La région Bretagne a été placée en vigilance jaune par Météo France avec une attention particulière pour le littoral finistérien qui est en vigilance orange vague submersion. Les rotations vers les îles comme Saint ou Belle-Île sont annulées ou perturbées. Vigilance également avec les grandes marées. Des coefficients de 102 ou 103 sont prévus pour mardi et mercredi. Les rivières comme la Laïta sont sous surveillance. On ouvre une page politique à présent dans cette édition. Patrick Kenner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, était ce lundi dans le Morbihan. Il a parlé rénovation urbaine. C'est le grand chantier du gouvernement pour les quartiers dits sensibles. Le ministre a aussi visité le quartier du Carrefour à Lanester et Bois du Château à Lorient. Il y a exprimé sa lassitude face à l'image que les gens ont de ces quartiers. Il s'en est expliqué face à notre journaliste Xavier Patrick. Ras-le-bol, je le dis très simplement ras-le-bol parce que ces quartiers, c'est 6 millions d'habitants, c'est 6 millions de Français qui n'ont pas su justifier de leur appartenance à la communauté nationale, qui méritent mieux que parfois une analyse très rapide, trop circonstancielle. Il y a des problèmes dans les quartiers, personne ne le nie. Et moi je veux dire aussi que le ministre de la Ville veut porter un message d'espoir, un message de dignité, de fierté pour des quartiers. Et la rénovation urbaine, les milliards d'euros que nous allons investir constituent une réponse importante. Un protocole qui va représenter environ 1 million d'euros d'études, de diagnostics, mais aussi déjà des premières démolitions, notamment sur le quartier du Bois du Château à Lorient. L'objectif, c'est de ne pas faire n'importe quoi, c'est de prendre un peu de temps, en lien avec les habitants d'ailleurs qui seront associés à la démarche, pour prendre les bonnes décisions. Et les visites ministérielles sont nombreuses en ce moment en Bretagne. Christian Eckert et Jean-Jacques Urvoas, rien que la semaine dernière. Emmanuel Cos, en charge du logement, est annoncé dans les Côtes-d'Armor ce vendredi. Du côté de la campagne présidentielle, les venues sont aussi pléthores. Benoît Hamon sera dans les Côtes-d'Armor et le Finistère à partir de mardi, comme Jean-Luc Mélenchon attendu à Brest pour une réunion publique. Les militants bretons sautent aussi à pied d'œuvre. 2 jours avant l'officialisation de son programme, le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron avait décidé de mener une opération dans les campagnes ce samedi. Une trentaine de macronistes se sont réunis à Daoulas, dans le Finistère, pour écouter les propositions de leurs candidats. Ils tenaient un meeting en Haute-Vienne et Frédéric Lorenzon a rencontré ces militants. Distribution de tracts pour les militants de En Marche, samedi à Daoulas. Les soutiens à Emmanuel Macron revendiquent 2300 sympathisants dans le Finistère, comme cet ancien militant socialiste. Je me suis rendu compte qu'à droite, il y avait des choses qui étaient bien, qu'à gauche, il y avait des choses qui étaient bien, et que Macron, c'était un jeune et qu'il était normal de faire confiance aux jeunes. Il n'y a pas de raison qu'aux États-Unis, que les présidents de la République ont 40 ans, qu'en France, il faut attendre 60, 65, 70 ans pour être président de la République. La raison est là.
Le ralliement de François Bayrou la semaine dernière n'est pas une surprise pour cet animateur du mouvement à Daoulas. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron a une position assez centrale et puis il y a des personnes qui ont touché au socialisme qui viennent nous voir, des personnes de l'UDI qui viennent nous voir. Ce sont des idées centrales qui mobilisent beaucoup. Merci d'être venu. C'est déjà bien pour un pays comme le nôtre qu'on soit assez nombreux comme ça. Une trentaine de sympathisants s'étaient réunis pour la retransmission d'un meeting en Haute-Vienne consacré à la ruralité. D'abord investir, ensuite libérer et enfin protéger. Pendant 2 heures, le candidat de En Marche a dépassé largement le cadre de la ruralité et distillé ses mesures à la fois sociales, mais aussi de fermeté lorsqu'il s'agit de l'emploi. De quoi séduire ce militant. L'image qu'il a donnée en disant c'est quelqu'un des banques, etc., il a un aspect très social. Mais à la fois, il a aussi une fermeté. Et c'est ça qu'il faut avoir. Désormais, il reste à attendre le programme officiel et complet du mouvement En Marche. Il sera rendu public ce jeudi. Et un tout autre univers à présent, on s'évade sur l'îlot d'Erlanic, dans le golfe du Morbihan. Ce samedi, 25 bénévoles de l'association Bretagne Vivante ont débroussaillé les lieux pour permettre aux oiseaux marins de venir s'y poser. Embarquement avec Fanny Coconnier. Rarement l'îlot d'Erlanic aura vu débarquer autant de monde. Privé et inhabité, l'îlot est aussi interdit au public de la mi-avril à la fin août, période de nidification des sternes et des goélands. Avant le début du printemps, son gestionnaire Bretagne Vivante débroussaille pour rendre la végétation plus accueillante pour ces oiseaux marins. On essaye de maintenir une partie de la surface de l'île avec des milieux plus ouverts qui vont être plus attractifs pour les oiseaux marins. Depuis 2 ans, on a fortement intensifié la pression, donc avec des chantiers plus rapprochés et surtout avec un relais aussi dans l'hiver, avec la présence de moutons qui restent en permanence sur l'île. Les 3 moutons arrivés en octobre participent à l'entretien de la végétation. L'action des hommes et des ovins permet également de mettre en valeur le site archéologique d'Erlanic, un hémicycle de pierre dressée qui daterait du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Tous ces blocs sont étrangers à l'île. Il y en a tous les blocs que l'on voit ici, y compris l'hémicycle sud, parce qu'il y en a 2 hémicycles qui forment une sorte de 8 comme ça. Et tous viennent soit, il y a 3 types de roches, du granit, de la micmatite et de l'orthogneiss. Même le granit n'est pas le granit de l'île, il est différent. Donc c'est le record absolu de transport de blocs sur la côte morbihanaise durant le néolithique. Le 15 avril, les moutons quitteront l'îlot pour laisser la place aux oiseaux. Les amateurs du golfe peuvent désormais admirer le site archéologique dégagé du Landier. Il fait partie des sites candidats au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un moment unique ce week-end à Évran, la préparation des premiers grains de riz bretons. Et pour cette première cuisson, c'est le chef doublement étoilé Pierre Marcheseau qui a fait le déplacement. L'émotion était palpable dans la cuisine, comme nous le relate Mathilde Kemener. C'est un grand jour pour le premier riz breton, cultivé à Évran. 4 mois après sa récolte, il va enfin être dégusté. Et pour le cuisiner, rien de moins que le célèbre chef Pierre Marcheseau, doublement étoilé au guide Michelin. Si ce riz-là, breton, correspond à ce qu'on croit au niveau du résultat gustatif et organoleptique, c'est-à-dire que la transformation en riz cuit est possible, là, c'est un bonheur pour tous les Bretons. Et en plus, c'est un avenir pour tous les professionnels de l'agriculture. Donc c'est une avancée exceptionnelle. En présence de nombreux curieux, de politiques et même de banquiers, la cuisson du riz démarre et après quelques minutes, une première curiosité apparaît. Il a gardé sa couleur émeraude et on pourra l'appeler le riz émeraude breton. Complètement. De la région émeraude en plus, donc c'est formidable. Oui, c'est vraiment... C'est adapté au terroir déjà, tout seul. Oui, c'est adapté tout seul au terroir. Et en fin de cuisson, le verdict tombe. Il prend en bouche, il occupe la bouche et il donne des saveurs auxquelles on ne s'attendait pas, comme le goût de cacahuète et le goût de vanille. Pour son producteur, Alexandre Hayes, la pression redescend. Anciennement brodeur dans la haute couture, c'était une reconversion et un pari un peu fou. J'ai voulu démontrer que dans les zones humides, on pouvait faire autre chose que rien du tout. Et je suis fier de mettre en avant la Bretagne. Pour pouvoir acheter le premier riz breton, il vous faudra attendre la fin de l'année 2017 où des volumes plus importants devraient être récoltés. Et c'est le moment d'ouvrir la page sport de notre édition. Comme tous les lundis, on retrouve Laurent Villebout.
Et Laurent, on commence avec le RC Vannes. Oui, la 22e journée de Pro D2 du rugby. Les Vannetais étaient à Perpignan et on leur promettait l'enfer chez les 100 et or. Eh bien, les Morbihanais ont bien failli créer l'exploit dans un match des plus riches en essais cette saison. Sous vos yeux, tiens, comme celui-ci, c'est comme si vous étiez un défenseur de l'USAP, vous l'avez compris. Il est inscrit par l'ouvreur vannetais Ashley Moueke, un des 4 essais de Vannes. Malheureusement, Perpignan en a inscrit 5. Vannes s'incline 39-34. Vannes reste 14e mais prend le point de bonus défensif et compte désormais 3 points d'avance sur Albi, son adversaire direct pour le maintien. Du foot maintenant, mais il faut toujours le préciser, du foot féminin. Ah bah oui, on est fiers d'avoir couvert ce derby de D2 féminine entre Lorient et Brest. Brest en rouge et blanc, victorieux à l'aller 1-0, a remis ça avec cette réalisation de Solène Nino. Un petit but et une victoire finistérienne qui permettent à Brest d'occuper la 5e place au classement, tandis que le FC Lorient, 10e, toujours barragiste, sera au Mans pour la 16e journée. Dans le même temps, Brest recevra Caen. Et enfin, Laurent, quelques mots de basket avec l'UJAP et le CEP. Oui, grâce à sa victoire 83-52 face à Rueil, l'UJAP Quimper est de nouveau 2e de National 1, derrière le leader Caen. Caen, prochain adversaire du CEP Lorient, ici en blanc. Le CEP Lorient en bas de classement devait gagner face à Soufel-Weiersheim pour rester en vie. C'est chose faite, succès 71-65. 3e succès à domicile d'affilée pour les Morbihanais qui n'ont plus vraiment de marge de manœuvre pour espérer se maintenir en N1. Très vite, en Ligue 2 féminine pour la 19e journée, victoire 63-56 du Landerneau Bretagne Basket face à Reims. Le LBB est 3e à 2 points des co-leaders Chartres et Roche-Vendée. Le LBB peut toujours espérer rêver les playoffs de la montée. Merci beaucoup Laurent pour ces explications et on vous retrouve dans l'émission Multisport cette semaine avec le Quimper Volley 29 comme invité. Merci beaucoup. Et on retrouve tout de suite notre chronique, le Tour de Bretagne. Petit détour par Douarnenez où des grâces sous surveillance ont été lancées ce week-end. Alors qu'on ne confonde pas, les déguisements de gendarmes étaient surtout des uniformes de gendarmes. Et qui était sous le déguisement du préfet venu boire une bière incognito? Eh bien, le préfet lui-même, qui a d'ailleurs pu constater que finalement, tout se passait bien. Et on finit par le grand retour, bien sûr, celui de Matmata sur la scène du Vauban où ils avaient fait leurs adieux il y a 9 ans, avec même en invité spécial cette apologie, titre phare qu'ils ne jouaient plus sur scène depuis longtemps. Allez, bravo les mecs et bonne route. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée sur TBO et TB Sud.